Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans l'invité du direct, Rachid Malawi, président du SNAPAP et de la Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie, la CEGATA. Rachid Malawi, bonjour. 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 Merci pour cette première à Radio M. On aurait dû vous inviter à l'Amkhtine Chouïa. On aurait dû vous inviter bien plus tôt. Pour une radio indépendante, on aurait dû inviter un syndicaliste indépendant il y a quand même quelques temps. C'est une tare. On espère la corriger dans l'espace de cet entretien. Vous êtes un acteur important du mouvement populaire. Je ne dévoile pas un secret. Vous avez été déjà un acteur en 2011 dans la première tentative de faire bouger un peu les choses quand il y a eu le printemps arabe, notamment la chute en Tunisie de Ben Ali, puis la chute de Moubarak en Égypte. C'est une expérience qu'on va évoquer rapidement tout à l'heure. Aujourd'hui, vous essayez d'organiser le mouvement populaire à travers notamment les corporations. Vous êtes un acteur important parce que vous êtes dans un syndicat, vous êtes à la tête d'une confédération où il y a plusieurs syndicats de différents secteurs. Quelque chose qui est né dans les années 90, mais qui s'est un peu développé quand même sur les années Bouteflika. Miraculeusement, s'il y a quelque chose qui s'est développé quand même en dépit de la chape de plomb autoritaire des années Bouteflika, c'est le syndicalisme indépendant. On peut le dire. Moi, je peux pas le dire comme ça. Ouais. Mais parce que Bouteflika, déjà, il a dit un mot en 2000. Il est parti à Hassim Saoud pour les travailleurs. Il y avait que les travailleurs du GTA qui ont bougé pour affaire de salaire. Il a pris leur grille de salaire. Il a dit arrêtez, sinon je lance vers tous les syndicats autonomes. Et nous, on a dénoncé ça. On a dit, nous ne sommes pas des chiens pour attaquer les GTA. Il a fait ça. Il a fait comme ça, en télé, en direct. Il y a ça qu'il a fait. En 2000, en même temps, il a fait, c'est-à-dire, il y avait une rencontre économique en Suisse, comment ça s'appelle? Kalamantana. Il a pris avec lui Sidom Saïd. Et dans le débat avec Sidom Saïd, c'est Saïd de l'UDR. Oui, moi je dis pas. Et donc, il a présenté Sidom Saïd, il a dit, c'était au privé, de venir, il n'y a pas de problème, il est là, vous n'aurez aucun problème avec les travailleurs. C'est lui le représentant travailleur. Il est venu à Oran, on fait un débat sur le Moussalha, comme ça. Et moi, j'ai assisté, donc c'était en direct, hein, la question-réponse. Moi, j'ai posé la question, j'ai fait la remarque ça au Bouteflika directement. Je lui ai dit, vous avez pris avec toi les JT, et constitutionnellement, vous n'avez pas le droit de dire, il représente les travailleurs, parce que moi, je suis ça, je représente un autre syndicat, donc il ne me représente pas. Et en direct, et le deuxième point. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il y avait deux questions. J'ai pris celle-là et l'autre, j'ai dit, vous parlez de Moussalha pour, c'était la concorde civile. Oui. J'ai dit, on devait commencer avec les travailleurs licenciés. Pour, tendance politique et tout ça. On réintègre ça. Et la deuxième étape, on passe aux gens qui ont pris l'arme. Et donc, lui, il insultait tout le monde sauf moi. Il a dit, vous avez parlé de ton cœur. Ouais. Et la troisième rencontre, c'était en 2000, aussi 2001. Alors, oui, bien sûr, parce qu'on peut le compter avec lui, parce que, vous comprenez, qu'est-ce qu'on a fait avec Bouteflika? On avait fait un rassemblement à Oran, et il y avait sur le logement F1, un logement d'universitaire, pour les universitaires, c'est-à-dire travailleurs enseignants, et il y avait F3, ils l'ont modifié pour F1. Ils ont pris les F3. Et on a manifesté, il était lui pour décorer ou pour Moussa. Il était à côté, on l'a fait devant lui. Il est venu directement vers nous, il nous a dit, vous êtes tahahna, tuma tahanin. Bouteflika, vous avez dit comme ça. Il y avait un enseignant devant moi, il a dit, Qadr Rouhak, en français c'est en arabe, qu'est-ce qu'il a dit? Qadr Rouhak, il a dit, Mchi Hadrat, Raïs Jamouria. Ça s'est pas passé à la télévision. Non, ça s'est pas passé. Ça passait un acte, une autre, c'est-à-dire la même, mais elle passait. Et il a dit, Bouteflika, il a dit, est-ce que tu le gifle. Et moi, j'ai attrapé sa main, et il a dit, parce que l'autre. On est en 2001. C'était en 2000, c'est-à-dire la fin 2000, avec 2001. Ouais. Et ça est pour vous dire que. Les syndicats se sont construits contre Bouteflika.
Pas avec, ça pas pas, les bon, c'était pas tous ça les la syndicats. Mais les syndicats existaient avant Bouteflika. Et donc lui, quand il est venu, on s'est créé après 88, 89, 90, 92. Donc c'est lui qui voulait venir. Il voulait nous utiliser contre le JTA, et après il a utilisé le JTA contre nous. Il a dit dans une interview directe en télévision, mon partenaire c'est le JTA et moi je soutiens le JTA. De toute façon, c'est ce qu'il a fait. Ouais, il a soutenu parce que la direction de le JTA après, elle était très vendue et corrompue, et donc normalement notamment après les 12 milliards de dinars de l'affaire Khalifa. Donc, il a acheté, et le plus grave, en 2005, il est parti chez le JTA dans leur siège parce qu'il y avait la loi sur la loi des hydrocarbures qui a été votée pour la PN, et il a dit dans le discours qu'il faut que cette loi passe, sinon on aura des problèmes avec les États-Unis, et elle est passée. Et le JTA l'a accepté, il a donné une bague il a donné à Saddam Hussein. Donc, pour vous dire, une bague directe au téléphone. Ça, c'est en direct. Alors, on a bien compris que donc le mouvement des syndicats autonomes en Algérie, c'est quand même construit dans la diversité. Durant les années Bouteflika, on n'en doutait pas. Hein, c'était juste pour rappeler un peu le contexte. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, parce que c'est celui-là qui nous intéresse en priorité, on a un problème de représentation de ce formidable potentiel, de cette extraordinaire énergie que dégage le mouvement populaire. Et tout le monde pense il y a le vendredi, c'est le peuple, et dans la semaine, ce sont les corporations qui s'organisent et qui, par exemple, hier, le lundi, les étudiants, etc. Et à tour de rôle, vous-même, avec le SNAPAP, vous avez organisé des différentes activités. On va les évoquer au passage. Est-ce que les syndicats peuvent jouer le rôle qu'a joué l'UJTT en Tunisie? Je pose tout de suite la question parce que on est dans un processus révolutionnaire qui est en train de changer les institutions, et tout le monde nous dit le peuple veut dégager l'ancien régime, mais il n'a pas les moyens de proposer autre chose. Est-ce que les syndicats peuvent jouer ce rôle d'amener des solutions, de proposer des cadres d'organisation? Déjà, le JTT n'a pas joué le premier rôle pendant la révolution. Elle aurait pu le jouer, oui. Elle n'a pas joué le premier rôle, il faut savoir. Et deuxième, elle a joué le rôle après qu'il y a eu des préparations des élections de transition. C'est après qu'elle a joué. Oui, on est d'accord. Parce qu'après qu'elle a changé sa direction. Je connais le processus, c'est important de le rappeler, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens... Après qu'elle a changé sa direction. Donc, la direction qui était en place était bénaliste. Elle était bénaliste. Donc, quand ils ont changé, ils ont joué le jeu. La même chose maintenant. Les syndicats qui n'ont jamais accepté d'être gérés par Bouteflika ou le clan ou le pouvoir en général, ils n'ont pas de problème pour le moment, puisque l'histoire, elle est là. Mais il y a des syndicats qui ont accepté de gérer, de soutenir Bouteflika, mandat 2, 3, 4, et avoir les bénéfices, les subventions, les détachements, ils ont accompagné, comme des partis politiques. Donc ces syndicats, normalement, les partis et les syndicats qui ont soutenu, leur programme a perdu, ils doivent changer leur direction. Sinon, on n'aura pas la coordination de toutes les syndicats. Alors, je pose une question. Au niveau de l'UJTA, il y a un mouvement pour essayer de changer la direction. Est-ce que c'est valable aussi pour vos collègues des syndicats indépendants qui ont soutenu le 5e mandat ou le 4e? Et est-ce qu'il y a suffisamment d'adhérents pour changer les directions? Oui, il y a des syndicats, c'est tout, la plupart dans quelques syndicats dans l'éducation ou quelques syndicats dans la santé, mais de coopération, c'est-à-dire pas toutes les coopérations de la santé. Il y a ça qui ont marché avec le Bouteflika, avec le pouvoir, ils ont profité. Eux, ils doivent changer, leur direction doit changer. Pourtant, on a fait une réunion il y a une semaine. Et nous avons notre confédération, les fédérations de toutes les SNAPAP, le CES qui vient, l'enseignement supérieur, le CNES, le CLA. On a fait une réunion et on a demandé et on a appelé dans le communiqué, même aux sections UJTA qui sont marchées dans la rue, à se rencontrer. Donc, et dans la réunion, il y avait la fédération des chercheurs de l'UJTA qui a assisté à cette réunion. Donc, on a fait appel pour dire que le pôle du travailleur doit s'imposer hors toute tendance, hors tout titre. C'est le pôle travailleur doit se réunir comme on vendredi, c'est le peuple.
Il y a personne qui prend le. Et donc, on a fait cet appel, mais il y a une partie des gens qui avaient ça, ils ont refusé d'adhérer à cette, c'est-à-dire à la démarche, c'est ça, à la démarche. Mais malgré ça, dans le communiqué, on a dit même le collectif des étudiants, même les syndicats des artistes, tout. Et on a fait une deuxième réunion, même pas 2 jours, avec une équipe des étudiants et un groupe de collectifs des étudiants, un collectif des artistes. Et donc, on a décidé, les artistes ont décidé de créer leur propre syndicat, donc pour adhérer, mais ils ont déjà un collectif d'artistes. Donc, ils sont d'accord pour rejoindre ce pôle-là. Le collectif d'étudiants, on a demandé, c'est nous qu'on a demandé au collectif de créer leur coordination nationale. Il vient d'annoncer pour créer leur coordination nationale pour adhérer à ce collectif. Parce que pour nous, les étudiants, c'est l'avenir de l'emploi. Donc, c'est toujours dans le domaine de l'emploi. Pour regrouper ce pôle. Et donc, Rachid Malawi, si on doit réfléchir à une structuration de ce mouvement populaire, notamment dans sa phase, dans sa partie société civile, les organisations de la société civile, les confédérations, mais essentiellement la vôtre syndicale, peuvent être le pivot de cette organisation. Ça peut se faire un peu comme en 2011. On peut rappeler l'épisode 2011. 2011, vous avez déjà joué un rôle pour essayer d'organiser, on va dire, la démarche du changement. C'est ça. Oui, 2011, c'est ça. On a pris l'initiative. Il y avait le mouvement dans la rue. Et nous, on a pris l'initiative. Les Algériens oublient, je le rappelle à nos amis auditeurs, 4 janvier 2011, il y a eu des émeutes et il y a même eu des morts. Des morts et il y a eu des morts en Algérie. Trop souvent, on l'oublie. C'est ça. Trop souvent, on l'oublie. Des morts le 4 janvier, plus 7 ou 8 déjà morts le premier jour, le 4 ou le 7, c'est comme vous. Et après, tout le monde est sûr. Bon, les gens voulaient la donner que c'est une révolte du sucre. Et nous, c'est pour ça, nous, on a pris l'initiative et on a signé avec le SNAPAP, le CLA et la Ligue de Douam, elle était unie au moins. Il y avait Bouchéchi à sa tête. Donc, on a signé, on a fait appeler et tout le monde est venu, on a manifesté le 9 et tout ça. 9 février 2011. 9 février. Le lendemain de la chute de Moubarak en Égypte. Et on a deuxième marche. Et notre revendication, il y avait 3 revendications unies. C'est pour ça qu'on a pu avancer. Il y avait le changement démocratique, la libération des prisonniers des manifestations qui ont été eues et la levée d'état d'urgence. Et ça qui a fait pousser, malgré, on a fait une photo, il y a une photo qui circule entre 2019 et 2011. 2011, c'était place 1er mai. 1er mai, la place, les gens rassemblés, la photo en 2, elle est sortie, elle circule. Donc, pour rappeler les gens. Sûr, et on a, à la fin, on a poussé Bouteflika à faire le discours de la nation, il n'a jamais parlé à la nation depuis son élection. Et il a fait un discours, il a appelé pour le changement, on va faire toutes ces balbas, comme il voulait faire cette fois. Et donc, mais il a levé l'état de jeu a été élevé. Ce qu'on a gagné. Bien sûr. Il a été élevé, il y a eu d'autres réformes qu'il a introduites. Oui, il a introduit tout ce qui était interdit. Voilà. Tout ce qui était interdit dans l'état d'urgence, il l'a mis dans les réformes projets. Mais ça, avec les élections de 2012 et la PN de 2012. Donc, il a fait. Est-ce que, Rachid Malawi. Ça, justement, au moins, on a gagné la levée d'état d'urgence et les prisonniers ont été libérés. Ma question c'était, est-ce que, en 2019, vous considérez que le mouvement des syndicats autonomes est plus fort que celui de 2011 pour pouvoir jouer un rôle, évidemment dans un contexte différent, puisque il y a une adhésion populaire maintenant en faveur du changement. Est-ce que vous avez plus d'outils aujourd'hui pour réussir ce qui n'a pas pu complètement se faire, même s'il y a des acquis, c'est bien de les rappeler, même s'il y a des acquis en 2011. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez plus outillé pour organiser le mouvement populaire? Non, pour pas organiser, mais pour participer en force. Parce que le 22 février, quand les jeunes sont sortis, il y a de nos militants qui sont sortis avec eux le 22. Mais nous sommes le premier syndicat qui a fait appel à tous les travailleurs de sortir pour le 1er mars. Parce qu'il fallait renforcer le mouvement de jeunes de 22. Donc il fallait donner confiance au peuple. Nous, on a fait un communiqué auto que ça demande à tous les travailleurs de participer à la marche de 1er mars. Donc on l'a fait le 24. Le 22, le 24. Et après, il y avait des annonces où tout le monde annonce. Donc, c'est un renforcement du mouvement qui a donné plus de confiance. Et le 8 mars, après, tout ça. Donc, nous, c'est-à-dire, on essaye que ce mouvement se maintienne.
Et on a l'expérience parce qu'ils ont essayé de faire peur, les climogènes, de détruire l'opinion sur des questions, n'importe quoi. Le gouvernement appelle aux syndicats, aux associations de venir qu'ils ont déposé pour avoir leur enregistrement. Il y a tout ce jeu. On l'a compris parce qu'en 2011, ils ont fait la même chose. Ils ont appelé à agréer les partis, ils ont agréé 30. Ils ont donné de l'argent pour les jeunes de l'emploi, pour les projets, pour calmer la situation. Ils voulaient faire la même chose. Nous, on est là pour encadrer que le mouvement, cette fois, on ne va pas se tromper. Alors, le SNAPAP, on va s'arrêter 2 minutes sur le SNAPAP. Le SNAPAP, bon, il a beaucoup travaillé, il a milité dans l'administration, surtout chez les fonctionnaires, dans la fonction publique. Et aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a une implication dans la fonction publique, c'est quand même assez spectaculaire. Sur des positions politiques. Aujourd'hui, il y a des fonctionnaires qui prennent des positions, qui sont dans des grèves politiques, qui ont bougé sur des grèves politiques. Comment vous expliquez cette évolution? Parce que on s'était toujours dit que les fonctionnaires ne vont bouger que pour des revendications catégorielles. On a peut-être sous-estimé la capacité de désobéissance, entre guillemets, des fonctionnaires. Oui, mais parce que les fonctionnaires, ils ont des syndicats, et ça dépend, leurs leaders, comment ils sont orientés. C'est vrai, la peur, la pression sur eux, elle est plus dure par rapport aux fonctionnaires que d'autres choses. Mais l'habitude, c'est-à-dire que le fonctionnaire, la dégradation du pouvoir d'achat, l'histoire de l'expérience, et donc la position de leur syndicat, ils suivent leur position de syndicat. Donc, c'est-à-dire que tout le monde veut le changement, ils ont peur parce que la corruption imposée à le fonctionnaire, même que la corruption, elle était aussi, comme on dit, préférence, ils choisissent des gens par rapport aux autres pour la corruption. Et maintenant, ils ont vu que, c'est-à-dire comme de tous les citoyens qui sont sortis, que on peut pas avancer, on veut pas développer notre même niveau de vie, ni développer notre capacité sans les libertés. Et donc, sans liberté, il y a pas de développement. Ils ont compris ça. Est-ce que vous diriez, Rachid Malawi, que le pouvoir a été aveugle en pensant qu'il pouvait, avec la même recette, continuer à contenir les Algériens, avec de la redistribution rentière, parce qu'on a le sentiment qu'ils n'étaient préparés que sur ce flanc, ils n'ont jamais pensé que les Algériens allaient venir par le flanc des libertés et des droits politiques. Justement, ils pensaient à acheter les gens par rapport à cette distribution, mais maintenant, il n'y avait plus de l'argent. Le pouvoir d'achat, il a vraiment... Je vous informe que nous, on a commencé en novembre, décembre, le mouvement se mot BZF pour 1 million de signatures. 1 million de signatures pour BZF, c'est-à-dire la détruction du pouvoir d'achat. Elle a commencé, on a fait une campagne, surtout le Watan, d'autres journaux, et les gens ont commencé à signer. C'est-à-dire avant février. Parce que la dégradation du pouvoir, la catastrophique, le fonctionnaire ou la yetlab, c'est-à-dire le fonctionnaire ou la yetlab. Il faut savoir que le salaire moyen, c'est 3 millions. Pour la fonction publique. Oui, 3 millions. Avec la division de dinar et tout ça, qu'est-ce qu'elle devient? Rien du tout. Donc c'est catastrophique. On la sent, hein. Mais, oui. Mais comment on fait les fonctionnaires pour... Ils ont réussi à mettre de côté cette revendication. Ils ont fait le lien avec la situation politique. C'est-à-dire, on améliore d'abord la situation politique pour qu'ensuite on puisse obtenir... Oui, parce que la répression de ne pas revendiquer, la répression, il y a 20 ans, ça, sur les revendications sur les syndicalistes, c'est-à-dire, ils ne laissaient pas les fonctionnaires à revendiquer. Donc, ils ont compris, avec notre collaboration en tant que jeunes, compris qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas avancer dans le pouvoir sans avoir une liberté et un état de droit. Donc l'injustice qui traite même dans la direction, la dignité d'un fonctionnaire me prête, ou là il quelqu'un un wali ou un préfet, il donne des ordres, il licencie, il met, c'est-à-dire la dignité du fonctionnaire me prête, il reste plus, c'est-à-dire on devenait plus que le royaume, c'est-à-dire c'est catastrophique. Tu vois comment la puissance des wali n'a jamais été aussi grande. C'est vraiment, c'est-à-dire. Et donc toute cette pression et le combat qu'on faisait tout le monde sur les libertés de presse, les fonctionnaires sont là, ils écoutent, les travailleurs, ils écoutent, et les travailleurs de tout ça. N'oubliez pas, en 2011, qu'on a fait ça, après, pendant le printemps, on a reçu 12 secteurs. On a aidé à structurer des syndicats indépendants, pas avec nous, c'est des syndicats indépendants, 12, dont les banques, des syndicats, ils ont tous déposé des dossiers d'enregistrement. Du Sonalgas, de la Poste, tout ça. Ah, par exemple, on donne, parce qu'on suit ça avec le BIT, nous, on plainte, notre plainte. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont donné à Sonalgas
l'enregistrement, ils ont licencié les dirigeants. Ils ont donné à la poste, ils ont licencié les dirigeants jusqu'à maintenant. Oui, jusqu'à maintenant, ils ont licencié jusqu'à maintenant. Donc, les dirigeants de Sonalgaz licencient. Après, le ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il annule, il dissout le syndicat de Sonalgaz, qui est interdit par la loi, c'est la justice qui doit le faire. Lui, c'était le Razi, la dernière, en 2001, il a dissous. C'est la première de l'histoire. Le fils, il y avait son syndicat, le site, il n'a pas été dissous par le ministère, il a été gelé parce que la loi dit peut geler jusqu'à la justice. C'est pire que la période de... En 2006 ou 2007 pour être dissous par la justice. Donc eux, ils ont dissous. Et la Poste, ils ont licencié les dirigeants jusqu'à maintenant. Et là, ils ont tué, le syndicat il est là, mais ils l'ont tué. Donc il n'y a personne puisque donc ils ont fait beaucoup de choses que les gens, c'est-à-dire, ils prenaient cette attaque comme attaque à la dignité, aux pauvreté, parce que quelqu'un doit licencier quelqu'un, comment il va manger? Tout ça, les communaux, les plus faibles travailleurs, c'est les communaux. Qui ont du mal à s'organiser. Ah oui, ils ont mis, non, ils sont mis mahgourines, c'est-à-dire qu'ils sont les plus pauvres. Le salaire est à 8 000 dinars. Et c'est eux qui organisent les élections, c'est eux qui font toutes les choses, du maire de ta système, donc, c'est la première fédération du SNAPAP qui a protesté à Alger, avec des milliers de travailleurs de la commune, à la Grande Poste, et tout ça, et des grèves de communes. Il y a des communes qui n'étaient pas avec nous, ils ont suivi la grève. Rachid Malawi, est-ce que vous n'avez pas peur au SNAPAP et à la CEGATA? C'est une question, parce que c'est quand même à la base supposé être une émission d'économie, mais on est dans un contexte révolutionnaire. Est-ce que vous n'avez pas peur? On va dire la révolution, elle est très forte. Le mouvement populaire est fort, il va appliquer son agenda, il va gagner. On aura une transition avec des personnalités, on va peut-être en toucher un mot tout à l'heure, acceptées par le peuple, qui vont nous conduire vers une deuxième république. Au bout d'une année, soit on passe par la constituante, soit on passe par un processus constituant dans lequel il y a la présidentielle, etc. C'est un débat peut-être dans une conférence nationale qu'on va voir. Mais est-ce que vous n'avez pas peur quand même, compte tenu de cette situation tendue, sociale tendue, qu'il y a de très fortes attentes sociales qui risquent de ne pas être satisfaites en 2019, en 2020 surtout, parce que le nouveau régime va se mettre en place en 2020. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait une forte déception et qu'on soit dans un processus un peu semblable à celui de l'Égypte, avec la porte ouverte à une contre-révolution? Parce que le nouveau pouvoir légitime de la Deuxième République va avoir du mal à faire face à ces attentes-là. Oui, est-ce que c'est pas quelque chose que vous redoutez? Oui, tout est risqué. Mais le problème, déjà, on doit choisir la méthode qu'on va passer à la transition. Nous, par exemple, dans notre communiqué qu'on a fait les derniers, nous on a dit qu'il faut une constituante, parce que s'il y a une constituante, il y a participation du peuple. Une constituante avec un gouvernement de transition indépendant qui gère la transition, et c'est-à-dire ça va donner à l'espoir aux jeunes, ils vont expliquer. Il y a une autre équipe qui préfère élection comité et élection présidentielle directe avec des 4 ou 5 qui vont diriger et faire les élections présidentielles directes avec la même constitution. Que nous on est contre, parce que l'élection présidentielle avec une constituante qui donne assez de pouvoir au président, ça peut être changé. Et n'oubliez pas, si il a été élu démocratiquement. Et même le début, ça, il faut faire attention, parce que le changement de président du Conseil constitutionnel, nous on a demandé 3B, démission les 4B. Même on est en train de préparer une grève générale, c'est les 4P, grève générale politique d'une journée, pas grève générale sociale, politique. Je vais vous poser une question sur la faisabilité. D'accord. Mais avant, ma question c'est voilà. Ouais. Donc, en Égypte, je vais prendre l'exemple de l'Égypte. L'Égypte, il a fait un président de la Cour suprême qui a géré la transition. Avec une cinquantaine qu'ils ont fait une constituante. Elle était très bien, la constitution, quel que soit, mais ils ont ajouté dans la constitution un article qui dit le président n'a pas le droit de toucher au ministre de la Défense, au chef d'état-major, sans l'accord du Conseil du supérieur de l'armée. Ils ont fait cet article qui est important. Et donc Morsi était prisonnier de cet article. Non, ça, après. Une fois qu'il a été élu, il ne pouvait pas. Non, après Morsi, ça. C'est pendant la transition.
Après, ils ont enlevé Morsi, ils ont enlevé le président de la Cour suprême, Oui. qui était Oui, présidé. oui. Ils avaient une commission de 50 personnes qui ont fait la Constitution. Et après, ils ont fait les élections. Sisi, il est très candidat, il était élu démocratiquement. Maintenant, si on voit le changement du Conseil constitutionnel, ils ont placé quoi? Quelqu'un de la justice comme président. Et un des deux élus du Conseil d'État. Voilà. D'accord. Possible. Je reviens à ma question. À ça. Oui, Rachid Mandawi, Oui. je reviens à ma question. Là, quand on voit, on n'a peut-être pas suffisamment pesé l'état de déliquescence, des difficultés sociales que les salariés du secteur public, de la fonction publique que vous représentez ont. La révolution, elle est supposée leur apporter le khair. Oui. D'abord les libertés, Oui. des économies, moins de hagra, moins de corruption, puisqu'on pourra dénoncer, la justice indépendante pourra poursuivre etc., etc. Ça, déjà, peut-être que les gens vont être plus patients avec leur situation s'ils voient que d'autres n'en profitent pas. C'est ça. Mais ça, au bout d'un moment, ça suffira pas. Mais, Est-ce que vous redoutez quand même pas que... Je pense pas, parce qu'on a des rentrées. On n'est pas comme Donc vous êtes l'Égypte. optimiste sur la possibilité On de rebondir. Oui, parce que l'argent qui rentre, si elle est bien distribuée, elle va toucher tout le monde. Donc elle va aider à l'économie, à tout le monde, et à développer tout le monde, et les chômeurs, et les jeunes, et tout ça. Donc je pense pas. D'accord. Mais on n'est pas comme la Tunisie, ni l'Égypte. Oui. On est différent. On démarre, oui. On a plus de possibilités. C'est ça. On a plus de possibilités. Alors, est-ce que vous pensez effectivement qu'on va devoir recourir, parce que la question peut se poser, pour faire dégager, parce qu'on n'a pas fini, là on se projette dans l'avenir comme si on avait gagné, mais c'est pas encore, on est tout à fait d'accord là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faut, à un moment donné, peut-être recourir à une grève générale pour en finir avec le dégagisme dans la durée? Justement, dans notre position en tant que syndicat, et on est en contact avec d'autres, on a dit deux choses. Il y aura pas de vote le 4 juillet, on sera dans la rue, déjà. Donc, le vote, il y aura tout seul. Et si dans ces prochains jours, c'est-à-dire un mois, ça, il n'y a pas de démission des 4B qui quittent, on passe à la grève politique générale, à la grève générale politique. Mais ça, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, on la travaille avec toute la société civile, avec les partis politiques, parce que c'est une grève générale. C'est-à-dire, le port s'arrête, les magasins s'arrêtent, tout s'arrête. C'est fermé. L'Algérie sera fermée. C'est-à-dire, pour montrer au pouvoir qu'on est en arrêtant. Pour dire que ce type d'action, ce n'est pas sur Facebook que ça va se déclencher. Non, ça, c'est des organisations qui, chacun dans son secteur, est responsable du mot d'ordre. On doit coordonner tout en forme. C'est-à-dire coordonner, on est en train de contacter, de faire des réunions, donc de se préparer. C'est pour ça que les étudiants doivent faire leur coordination nationale, parce qu'ils doivent participer, tout le monde doit participer, et on est en même temps en contact. C'est-à-dire déjà, il y a l'idée de rencontrer des patrons. Des patrons aussi. Oui. Parce qu'il y a des patrons qui veulent se libérer, donc c'est pas des grave. Patrons qui sont en train d'organiser monter une nouvelle organisation d'employeurs. Donc, c'est-à-dire de les contacter, de travailler. Parce que sur le plan politique, vous êtes sur la même feuille de route. Il faut qu'on fait ça, et après, on revient à notre. Si on aura dialogue après dans la démocratie, ce sera un vrai dialogue de social, tripartite, c'est-à-dire tous les syndicats, ça va aider à le développement du pays. Alors, le moment clé parce que là, de cette grève générale, ce serait une grève générale pour obtenir le changement radical. Mais la réponse des pouvoirs politiques, on la sent un petit peu. Elle est en creux. Les médias proches moi je vais le citer, de Gaël Salah, parce qu'ils ont changé d'obédience, ils sont maintenant avec le chef d'état-major. Ils laissent entendre que le peuple ne peut pas s'organiser et que la transition, qui mettre, etc. Est-ce que cette grève générale, cette organisation de la société civile, avec ou sans grève générale, avec les mouvements peut-être du vendredi, des mardis seulement, est-ce qu'à un moment donné, elle va pas devoir elle aussi se prononcer sur l'identité de ceux qui vont diriger la phase transition? Oui, mais déjà le problème se pose maintenant. Nous, on veut pas des malhonnêtes devant nous, Ben Salah et tout ça. Il y a l'armée et qui est en train d'influer, donc on veut pas qu'elle s'ingère indirectement, qu'elle s'ingère direct. Il y a le Conseil. La négociation, c'est avec elle. Oui, mais autant que Conseil de sécurité constitutionnel, le Conseil de sécurité. Et elle est la même force du Conseil constitutionnel de sécurité. Il y a le Conseil et le peuple. Et on décide de la transition. On veut pas, elle reste à l'intérieur et elle manipule et elle décide. Donc elle décide direct avec le peuple.
C'est comme ça l'idée. Si on arrive à ça, que les 4B partirent, ces gouvernements partent et rompent le Conseil de sécurité, ici c'est facile, avec le peuple, de trouver des gens qui vont, c'est-à-dire, même pas trouver, si on impose un gouvernement de transition, pas président, c'est un gouvernement, on impose un gouvernement de transition. Il y a des gens, l'essentiel qu'on comprend que ce gouvernement et une commission indépendante des élections qui gère les élections. On ne dépose pas le dossier du ministère de l'Intérieur, on dépose à la commission. L'Intérieur n'a rien à foutre, il donne que les moyens. Ça, c'est le processus tunisien. C'est ça. Et avec la commission Djendoubi. C'est ça. Kamel Djendoubi qui était 30 ans opposant, qui ne devait pas rentrer en Tunisie. Absolument, et ouais. donc nous, on travaille avec lui en France depuis longtemps, donc dans les réseaux. Donc, pourquoi pas en faire la Tunisie? Il n'y a pas de quoi. Le problème de Tunisie, jusqu'à maintenant, les institutions marchent, malgré les désordres, parce qu'ils on n'ont a pas... tendance à l'oublier. Oui, mais elles marchent, les institutions. Le président, il voulait faire deuxième mandat, il a vu l'Algérie, il a dit, je me retire. Mais un problème économique, d'accord, ils n'ont pas la capacité comme qui maintenant. Donc, on peut réussir mieux que eux, parce que eux, c'est un problème économique, pas institutionnel. Rachid Malawi, on va bientôt vous inviter à refaire le point parce qu'on sent que les choses avec vous risquent d'avancer très vite. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.